Bien, allons-y, c'est parti. Notre première table ronde, Bénédicte Roulier donc, est à côté de moi. Bonjour Bénédicte, directrice du pôle France Num à la DGE. À côté de Bénédicte, Aurélien Palix. Bonjour Aurélien, chargé de la sous-direction des réseaux et des usages numériques à la DGE. Marie-Hélène Ferron est à ma gauche et à côté de Marie-Hélène Ferron, donc chargée de la sous-direction des réseaux et des usages numériques. Pardon, Marie-Hélène chargée de mission transformation numérique des entreprises. Et Damien, donc à côté, Damien Jacob, expert digital et fondateur du cabinet de conseil et a enclenché cette dynamique de digitalisation de ces TPE. Vous voulez adresser, est-ce qu'on peut démarrer comme ça? Oui, c'est vraiment les TPE qui sont notre cœur de cible. Les TPE, c'est 3 millions de petites entreprises. En fait, la question, c'est qu'on ait un réseau d'acteurs pour réussir à aider ces TPE à se numériser, à se transformer. Ça n'est pas un acteur tout seul qui peut réussir cette transformation. Et on est sur des entreprises qui sont extrêmement différentes en termes de besoins, en termes de maturité numérique. Et c'est la force de France Num d'associer des acteurs privés, publics, institutionnels qui contribuent tous à cette transformation numérique. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que vous sentez qu'on est devant un moment qui est un moment particulier, Bénédicte? Alors, oui, il y a une prise de conscience et qui a été accélérée par la crise Covid. Mais oui. Voilà, c'est sûr. En revanche, ceux qui ont basculé, c'est probablement ceux qui avaient déjà touché au numérique, j'ai envie de dire. Ils ont pu accélérer. Donc, on a cette problématique d'avoir des TPE qui ont bien compris les enjeux du numérique. Il faut les aider à accélérer. Mais on a encore des TPE pour qui le numérique ne représente pas un bénéfice réel pour leur entreprise. On a fait une étude qui nous donne un chiffre, c'est un chiffre qui date de mars, qui a peut-être un petit peu progressé, mais qui dit quand même qu'il y a 68% des TPE-PME pour qui le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise. Ça veut donc quand même dire qu'il y en a 32%, en tout cas avant la crise, qui n'étaient pas encore convaincus des bénéfices du numérique. Ah, je serais curieux de savoir ce que donne le résultat de la même étude maintenant. Je suis sûr que, enfin, il y a peut-être 10-15% maximum, mais ils ont bien vu quand même ce qui était en train de se passer. Aurélien, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un momentum? Oui, exactement. Enfin, c'est ce que disait Bénédicte. Je pense qu'il y a quand même, au-delà de… Effectivement, je pense que le chiffre a quand même beaucoup bougé. Il y a eu une prise de conscience. On s'est rendu compte, notamment pour les sujets de commerce, le click and collect, etc. Enfin, c'était un des seuls moyens de continuer son activité. En même temps, on se retrouve de l'autre côté face à pas mal d'entreprises qui sont en difficulté et qui peut-être essaieront de sortir la tête de l'eau comme ils le peuvent. Et le numérique, ce sera peut-être pas forcément leur premier réflexe. Et donc, il y aura peut-être cet anti-momentum justement aussi où il va falloir essayer de toucher aussi ces entrepreneurs pour leur faire comprendre l'intérêt du numérique aussi pour finalement continuer à améliorer leur activité. Beaucoup vont se dire, il faut que je reconstitue mon chiffre d'affaires, il faut que je reconstitue mes marges, etc. C'est pas encore le moment d'investir, je pourrais faire ça l'année prochaine. C'est notre risque. C'est le risque. Alors que, et on va en parler, vous mettez, enfin l'État met à leur disposition tous les moyens justement pour investir maintenant. Alors en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du plan de relance. On a réussi à débloquer pas mal de moyens pour justement assurer ça, et notamment dans l'initiative France Num qui va être dotée de plusieurs donc on a sur c'est pas encore totalement, il y a encore des arbitrages, mais on a quand même une somme substantielle. Oui, c'est ça, un ordre de grandeur qui peut largement couvrir les besoins, on va le dire comme ça. Voilà, à partir du moment où quelque chose se déclenche. Non, quand on a 3 millions d'entreprises à accompagner, forcément, c'est compliqué d'avoir. Si on veut aider les entreprises, ça devient assez compliqué. Mais du coup, on a en tout cas essayé de lancer des initiatives. Je pense qu'on y reviendra dessus, mais avec
une campagne de sensibilisation qu'on va essayer de faire. On va aussi jouer, du coup, sur le réseau des activateurs. Il va falloir qu'on refonde un petit peu peut-être la relation qu'on a avec les activateurs et essayer de redynamiser un petit peu, parce qu'on a beaucoup d'acteurs qui sont autour de la table. Tout à fait. Maintenant, il faut essayer de le faire vivre au maximum et d'essayer finalement de dynamiser tout ce réseau, toute cette structure qui a été mise en place. Et puis on va faire aussi avec les réseaux consulaires des diagnostics. On va mettre en place des formations actions. Marianne pourra peut-être en parler, ou Bénédicte. On va détailler ça absolument. Voilà. Mais en tout cas, on a des moyens et c'est le moment de la relance justement pour profiter de cette dynamique et vraiment jouer sur la numérisation des entreprises. Alors, à qui est-ce que je pose la question? À vous, Marie-Hélène, à vous, Bénédicte. On en est où aujourd'hui, l'état des lieux sur numérisation, digitalisation de nos entreprises? Alors, on en est où? Alors, il y a beaucoup d'études de baromètres. Je pense que Damien Jacob en reparlera après. Je vais encore me baser, je suis désolée, sur une étude pré-Covid. Ah non, mais les chiffres ne peuvent être que… Non, pour le coup, là, je ne crois pas que beaucoup de choses aient été entreprises pendant le confinement. Et donc, alors, on a la particularité, nous, d'avoir fait une étude qui couvre, qui représente tout l'échantillon des TPE-PME. C'est-à-dire pas que, souvent, quand on regarde de près les études, on s'aperçoit que c'est que les TPE qui emploient, etc. Donc, nous, on a fait une étude sur l'ensemble des TPE. On est, sauf erreur de ma part, donc à 37% sur un échantillon représentatif qui ont un site internet institutionnel de présentation de leurs produits. Et sur la vente en ligne, on est à moins de 20%. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup à faire. Sur les réseaux sociaux, on va être sur du 30-40% en fait, qui sont présents sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez des entreprises en fait qui font un super boulot, qui ont une super réputation, qui vont être sur un moteur de recherche très connu, mais sans le savoir. Oui. Voilà. Oui. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est que finalement, il y a des entreprises qui sont sur le numérique sans le savoir. Oui, je ne sais très pas comment ça. est-ce qu'on peut utiliser ça. Et le chiffre que je disais donc tout à l'heure de 68% qui sont conscientes des bénéfices du numérique, il faut savoir que le chiffre est plus élevé, il est à 72% avant crise Covid, sur les entreprises qui sont conscientes que le numérique permet d'améliorer la communication avec ses clients. Et là, on voit des leviers, en fait. Il faut parler aux entreprises de leurs besoins, de leur quotidien. Donc, la relation avec les clients, c'est le quotidien. Et là, on est à 72% et peut-être qu'on peut facilement passer à 80%. C'est pas la généralité du numérique qui va les motiver, comme disait Aurélien. Oui, absolument. Damien, je peux vous poser la question justement. Je trouve, non, mais c'est très important ce que vous avez dit, la Bénédicte. Ça permet aussi de faire passer un tout petit message. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il se trouve que c'était chez l'assureur AXA, la jeune femme qui est en charge de la digitalisation des agents généraux. Et elle prenait cette image en leur disant, alors pareil, vous savez pas que quand on tape sur un moteur de recherche très connu, non seulement on vous trouve, mais il y a des avis. Et que ces avis ne sont pas toujours favorables. Et donc, elle prenait cette image formidable, elle disait, c'est comme s'il y avait un tag sur votre vitrine. Vous le laisseriez longtemps, le tag sur votre vitrine? Non, évidemment, vous vous en occuperiez et vous l'effaceriez. Donc, voilà, c'est bien ces choses-là qu'il faut prendre en charge. Est-ce que Bénédicte a parlé donc du site Internet, de la vente, des réseaux sociaux? Il y a énormément d'aspects, effectivement, dans cette digitalisation. Est-ce qu'il faut s'occuper de tous ces sujets en même temps? Pour que le patron ou la patronne d'entreprise avance au niveau de la transformation numérique, une bonne approche est souvent des petits pas. Ouais. Et donc, avoir un résultat immédiat, ou en tout cas assez rapide, va conforter l'intérêt d'avancer dans cette direction-là. Et donc, tout le rôle consiste à découvrir quels sont les éléments qu'une entreprise, une PME peut trouver d'intéressant dans le numérique pour qu'elle puisse être convaincue que ça lui apporte. Et puis après, de passer à un stade supérieur, tout en l'aidant quand même à avoir une stratégie globale. Parce que le souci pour l'instant, c'est qu'il y a clairement une prise de conscience très forte du numérique depuis le deuxième trimestre. Par contre, il y a beaucoup de tentatives d'aller très vite dans le très très court terme
et sans avoir du tout réfléchi. Ça veut dire sans quoi, avoir très mis vite, dans le très très court terme, par exemple? C'est quoi aller très on a vite mis la charrue avant les bœufs sans avoir bien défini sa stratégie. Ouais, dans le domaine que je connais le mieux, qui est l'e-commerce, on va en panique tout de suite choisir une solution technique sans réfléchir. Tiens, le numérique, c'est peut-être une occasion de toucher un autre public. Peut-être on était orienté vers le grand public et peut-être qu'on va peut-être faire du B2B. On en parlera, ce sera notre troisième table ronde, mais vous avez raison, on ne peut pas plaquer ce qu'on faisait sur le digital. Il faut réfléchir à la façon dont on le fait. Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais aller par petits pas. Je peux vous poser la même question, Aurélien. Est-ce que il faut avoir une vision comme ça globale de l'ensemble des sujets qu'on doit adresser en termes de numérique? Alain Griset, il parlait par exemple ce qu'il appelle l'impôt papier. Le premier des sujets, avant même de parler de s'adresser aux clients, c'est essayer de digitaliser son propre processus de production et donc gagner du temps et de l'efficacité. Oui, exactement. La difficulté avec la numérisation, c'est que ça couvre énormément de réalités différentes, puisque justement, il y a le site, il y a les processus internes, il y a plein de choses. Idéalement, c'est certain, il faudrait mettre en place une démarche globale sur le long terme de déploiement d'outils. Après, pour faire le premier pas, pour l'entrepreneur de TPE, je ne sais pas si c'est la bonne approche, dans la mesure où comme le disait Bénédicte, l'intérêt c'est aussi d'avoir une approche par les besoins, de lui faire comprendre quels sont vos besoins, et c'est comme ça qu'on va lui faire comprendre que le numérique peut répondre à ce besoin. Alors bien sûr, dans un monde idéal, il y aurait une approche totalement globale. Mais c'est aussi ce que disait, c'est aussi ce qui était dit juste avant. Il faut quand même aussi avancer par petits pas et répondre en premier aux premiers besoins. Alors souvent c'est aussi du processus interne. Peut-être que au contraire, pendant la crise, le premier pas à faire c'était au contraire se retrouver en ligne. Alors ça a été aussi fait parfois dans l'urgence et sans véritable réflexion, ce qui est dommage. Mais en tout cas, je pense que chaque situation est unique. Et c'est pour ça que le diagnostic et l'approche par le besoin est vraiment central dans la numérisation. Tout à fait. Et Damien, ceux qui s'occupent de la conduite du changement parlent régulièrement de quick win, on le dit en anglais, des petits gains, des petits pas, qui sont très très importants pour maintenir la dynamique. Oui, il y a cet intérêt de pouvoir voir tout de suite l'efficacité, par exemple par rapport à sa clientèle, d'avoir une approche organisée du numérique. Je trouve important cette approche pas à pas, parce que il y a parfois des réflexes complètement d'opposition au numérique, parce que les médias, l'environnement des startups va peut-être pousser à dire il faut fassiez de l'intelligence artificielle. Et le patron d'entreprise, sa patronne va réagir peut-être parfois un peu comme le citoyen quand on lui parle d'une technologie un peu trop avancée, il va se bloquer. Et c'est clair, sur le terrain, il y a un grand gap entre les besoins primaires de numérisation d'un petit commerce et des technologies dont ça devient presque un gros mot, alors que parfois, ces technologies-là, quand on explique ce que ça peut leur apporter, ils se rendent compte que oui, effectivement, l'intelligence artificielle peut peut-être aider à filtrer des prospects et identifier directement les personnes auxquelles il faut mettre son énergie commerciale. Mais on n'en est pas là. Voilà, effectivement, on n'en est pas là. Même, je peux vous le dire, pour les grandes entreprises, voilà, l'intelligence artificielle reste quand même un truc encore très très flou. Je crois que c'est très très important aussi d'aider ces entrepreneurs, entrepreneuses à se former, mais aussi à former leur équipe. C'est là-dessus où il y a. Ce sera la deuxième table ronde. Voilà. Non, mais c'est très bien. C'est exactement le programme qu'on a à faire. Marie-Hélène, c'est à vous que je pose la question sur ce qui a été mis en place à ce stade-là, aujourd'hui, pour essayer d'accélérer, justement. Il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui ont été mises en place. Il y a des choses qui vont être mises en place. Je laisserai la parole à Bénédicte sur le futur. Ce qui a été mis en place depuis maintenant 2 ans, plus de 2 ans, c'est tout ce réseau des activateurs, toutes les personnes qui sont derrière leur écran aujourd'hui et qui nous écoutent, qui représentent à peu près 1900 personnes,
Juste pour donner un peu la typologie, on a parmi ces activateurs, on a à peu près un tiers d'offreurs de solutions, donc des gens qui apportent des solutions clés en main aux petites entreprises. On a à peu près un tiers de conseillers privés, donc des gens qui, des professionnels, des experts qui accompagnent les petites entreprises dans leur démarche, comme on le disait là tout à l'heure, pour les aider à mettre le pied à l'étrier, pour faire la première prise de conscience qui va après éventuellement aller plus loin, mais déjà débloquer la situation. Et puis on a un grand nombre de conseillers publics et de partenaires. Alors dans les conseillers publics, on pense surtout aux consulaires, les CCI et les CMA, qui sont donc qui participent tous à leur façon à cet accompagnement de la TPE. Alors, soit dans le conseil direct, que sont l'activateur de proximité, soit dans l'offre de solutions, soit parmi les partenaires, en mettant en place des actions orientées. Bon, il y a plusieurs partenaires qui travaillent avec nous et qui vont sur le terrain, accompagnent les petites entreprises, font des rencontres qui leur permettent d'être sensibilisés et d'approcher. Donc, on a 57 partenaires aujourd'hui qui travaillent et l'idée, c'est d'aller plus loin et de développer ce réseau de partenaires pour toucher au plus proche sur le territoire, comme le disait le ministre Alain Griset, c'est d'aller vraiment au plus proche de toutes ces petites entreprises. Donc, pour ça, il faut qu'on ait un réseau le plus large possible et des acteurs qui les accompagnent. Et ça veut dire que dans votre esprit, collez bien votre micro parce que voilà, comme ça on peut bouger. Là. Et ça veut dire que dans votre esprit, ce réseau d'activateurs, de partenaires, il doit s'étendre encore plus. Il y en aura davantage dans les mois, les semaines qui viennent. Oui, une des options, en tous les cas des orientations qu'on prend actuellement, c'est de travailler au plus proche avec toutes les organisations professionnelles par secteur d'activité, de façon à mieux identifier les besoins de ces secteurs, de voir comment ces fédérations et ces organisations sont en capacité de mieux connaître et de mieux faire remonter le besoin de ces entreprises et d'être des relais aussi auprès de toutes ces TPE pour qu'on les accompagne. Alors, il y a le site internet aujourd'hui qui le permet, hein, il faut s'appuyer sur le site. Le site, c'est énormément de contenu. Il y a plus de 450 contenus sur le site qui sont des contenus d'information et de formation à l'attention non seulement des TPE, mais aussi des activateurs. C'est-à-dire que tous ces acteurs qui accompagnent peuvent s'appuyer sur ce site, non seulement sur les contenus, mais aussi sur les aides financières qui peuvent être apportées aux TPE. Donc, l'activateur peut essayer d'identifier la ressource qui va permettre à la TPE de faire son premier pas. On a aussi plusieurs dizaines d'aides financières qui sont référencées, grâce au diagnostic également. Donc, le site, c'est vraiment un outil qui n'est pas seulement pour la TPE, mais aussi pour ce réseau des activateurs, pour qu'ils puissent être eux-mêmes mieux accompagnés pour accompagner les petites entreprises. Bénédicte, Aurélien, vous voulez ajouter quelque chose? Et après, on va se tourner vers Damien qui va nous raconter justement les initiatives mises en place en Wallonie. Bénédicte? Alors, ce que je peux compléter pour remettre un petit peu en perspective, sur les partenaires, les activateurs, et je dirais sur l'ensemble des outils de France NUM, notre enjeu, c'est de renforcer la stratégie et de renforcer la qualité. Donc là, on a pas mal échangé avec les activateurs avant cette journée parce qu'on vient de mettre en place des pages régionales de présentation des activateurs par région. Ça a été l'occasion de faire un premier travail sur la qualité des données qu'on doit poursuivre. Et on a un vrai enjeu d'améliorer le site internet sur la question du parcours, c'est-à-dire pas que toujours plus, mais aussi j'ai un besoin de vente en ligne, d'aller sur une place de marché. C'est l'une des questions qui arrive là à l'instant. C'est quoi le premier geste que je dois faire si je suis convaincu que je dois y passer? Au numérique, bien sûr, hein, pas. Voilà. Hein. Alors, et donc, aller sur le site de France NUM, finalement. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut que le parcours derrière soit… Alors, il y a la grosse question que notre cible principale, c'est quand même des TPE qui ont une maturité numérique qui n'est pas encore au top. Ouais. Donc, il y a des actions de formation et il y a aussi la vraie problématique qu'on ne touche pas uniquement avec un outil numérique des personnes éloignées du numérique. Donc, l'ambition de France NUM aussi, c'est d'être tout canaux et pas uniquement numérique. D'où la question
du réseau territorial, de notre présence dans les événements, de la chronique radio de France Num 2 fois par semaine. Donc ça, c'est un vrai enjeu et c'est aussi le positionnement des formations actions qui est le dispositif principal du plan de relance. Non pas d'ajouter à l'offre d'accompagnement qui est extrêmement riche, mais d'essayer d'occuper le dernier mètre en utilisant les réseaux territoriaux et en s'adressant aux TPE à partir de leurs besoins, sans leur demander de venir chercher des outils qui soient en ligne. J'en profite juste pour dire, et en plus c'est Marie-Hélène qui est en charge de ce très beau produit qui sera lancé en janvier-février, qui est un MOOC Ma TPE à rendez-vous avec le numérique, qui est réalisé par FunMOOC et subventionné par la DGE. Et c'est donc aussi le rôle de France Num de mettre à disposition ces outils-là, notamment entre les mains des activateurs pour leur relation avec les TPE. Aurélien? Je pense que non, tout est dit. Voilà, c'est ça. Tout est dit. Donc, Damien, si on regarde un petit peu ce qui s'est fait en Wallonie, en Belgique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur les initiatives qui ont aidé au déclenchement d'une numérisation des TPE? Voilà, j'ai épinglé trois initiatives. Alors, on va les voir d'ailleurs sur un slide qui va vous aider à mieux suivre la présentation. Voilà. Il y a peut-être 3 initiatives qui peuvent être intéressantes à débattre. Une initiative au niveau de la région wallonne d'accorder des chèques pour aider à être conseillé en matière de transformation numérique. Donc, ce sont des chèques qui s'adressent pour les TPE, mais aussi pour les PME, avec une aide assez généreuse de 75% des entreprises. Le but, c'est d'aider l'entreprise à passer le cap en ayant un conseil neutre par rapport aux fournisseurs. Donc, de faire l'étape justement un petit peu à l'amont, d'éviter directement de se lancer dans une solution qui n'est peut-être pas adaptée, mais d'avoir quelqu'un qui accompagne à la réflexion. C'est un système assez simple de mise en œuvre, d'aide publique, avec ses avantages de cette simplicité, mais peut-être avec les inconvénients aussi, que ça ne cible pas spécialement la TPE. Ouais. Et peut-être aussi la petite contrainte aussi, je pense sur le long terme, c'est très bien d'avoir un consultant un moment au début, mais après, beaucoup de PME, de TPE se trouvent un petit peu démunis quand il faut aller au stade ultérieurement de développement de ces actions. Donc, l'idéal, je trouve, ça serait une aide qui soit peut-être une réflexion à mener, d'aider l'entrepreneur à avoir un bras droit qui l'aide sur une plus longue période sur la transformation numérique. Ça, c'était la première aide. Une deuxième approche qui est assez semblable à celle que la DG Entreprise poursuit, c'est une approche sectorielle. C'est assez pertinent parce que les TPE, les PME sont souvent aussi des sous-traitants niveau 2, niveau 3 de grands groupes et doivent s'intégrer à des grands donneurs d'ordre. Et cette intégration-là nécessite des outils numériques. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir avoir une approche sectorielle dans des grands secteurs industriels, mais aussi dans des secteurs de services, dans la construction. Il y a énormément de relations, évidemment, de sous-traitance et d'aider le tout petit entrepreneur, toute petite entrepreneuse dans ce secteur-là en l'aidant à trouver des outils adaptés à ses besoins, c'est assez pertinent. Absolument. Et alors, la troisième aide troisième, c'est pas vraiment une aide publique, mais c'est une approche un peu déontologique. Il y a un grand problème de confiance, en fait. Beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le numérique se disent, mais j'ai peur de me faire avoir par un prestataire. Il y a eu énormément de cas malheureux, de mauvais choix, parfois de prestataires pas tout à fait fiables. Et donc, il y avait une approche déontologique qui a été mise en place en Wallonie, qui s'est d'ailleurs un moment aussi développée en France. Et l'équivalent de la DG Entreprise en Belgique, le SPF Économie est en train justement de réfléchir à relancer ce dispositif qui s'appelle la charte éthique. Et c'est peut-être un pont à faire parce que je pense qu'ils voudraient le faire au niveau européen, d'avoir quelques pays qui s'engagent à avoir une certaine gouvernance pour faire en sorte que dans le secteur, il y ait une genre d'autorégulation et qu'il y ait une plus grande confiance
quand un prestataire fait appel quand une société fait appel à un prestataire de fiabilité, ne fût-ce qu'au niveau contractuel. Mais on peut penser à une forme de labellisation alors. Alors, c'était pas vraiment une labellisation, parce que la labellisation a beaucoup de contraintes. On est dans un secteur mouvant et je suis pas convaincu que ça soit la bonne approche. Je me suis assez bien impliqué à cette réflexion-là. Et c'est plutôt un engagement déontologique. Une autorégulation. Une alors autorégulation, de la profession mais alors elle-même. ce qui a été, en fait, été la difficulté rencontrée de sociétés qui voudraient malgré tout être dans l'eau en ne respectant pas du tout les règles. Donc il faut trouver un bon équilibre et donc je pense qu'il faut un bon mixte public-privé pour faire ce système de crédibilité. Un label, c'est trop rigide pour évoluer. Par contre, une approche plutôt incitative en fait, c'est de se dire tiens, il y a des bonnes pratiques dans les contrats, par exemple d'être transparent sur les droits intellectuels, d'éviter pour un prestataire de camoufler qu'en fait, en fin de compte, s'il n'y a rien dans le contrat à la fin de la mission, le site n'appartient pas au client. Bon, ça, ce sont des éléments de transparence qui, si on pousse le secteur à faire cette transparence, ça va éviter que des sociétés, malheureusement, signent un contrat, puis se rendent compte qu'une fois que le site leur est livré, ils sont finalement propriétaires de rien. Ah, c'est très intéressant. Ce sera l'un des éléments qu'on verra d'ailleurs dans la troisième table ronde. Comment est-ce que on a vu l'essentiel là, le slide est enfin arrivé, mais vous étiez en train de faire la démonstration qu'on pouvait faire des choses très claires sans slide. Si on peut peut-être le remettre, je ne sais pas si c'est possible. Si vous pouvez le remettre comme ça, je vais demander autour de la table de commenter les différents points mis en avant. Juste un mot, Damien, avec quel résultat à l'arrivée? Donc ça a été lancé il y a combien de temps à peu près? Alors, l'aide de chèque entreprise a été lancée en 2017 et elle est toujours en cours. Donc, il n'y a pas encore pour l'instant vraiment de débriefing, de bilan tiré de cela, si ce n'est d'un point de vue administratif que tout fonctionne. Les actions au niveau wallon, il y a un plan digital wallonien en fait, qui s'inspire aussi un peu de ce qui se fait en France, mais avec un volet spécialement pour aider les PME et les TPE à se lancer dans le numérique. Et la charte déontologique, c'est un projet qui était d'origine mixte privée, publique, qui est pour l'instant veilleuse, mais avec une volonté au niveau fédéral de le relancer, avec une approche européenne. D'accord. Et vraiment, on se retrouve finalement, malgré toutes ces initiatives, quand même, avec un défi qui reste à relever de la petite entreprise qui n'est pas encore très loin dans le processus de transformation numérique. En Belgique, quand on voit on faisait un échange un moment sur les statistiques européennes, le benchmark va être peut-être supérieur en Belgique par rapport à la France parce qu'on a surtout des côtés néerlandophones des grandes entreprises, enfin des grands PME plutôt, qui sont très liés au port, aux activités internationales et donc ça pousse à la numérisation. Mais quand on enlève ces grandes PME, on se retrouve avec vraiment des statistiques tout à fait proches. Aurélien, qu'est-ce qui vous intéresse sur ces 3 points? Lequel est-ce que vous voulez commenter? Typiquement, je pense qu'on a, nous aussi, dans le cadre, donc côté français, dans le cadre et d'autant plus dans le cadre de la relance, une approche, donc, notamment sur le point 2, sur l'approche sectorielle, où typiquement, il y a aussi une aide, donc justement dans la fameuse ligne numérisation des entreprises de France Relance, il va y avoir une grosse partie qui va malheureusement pour nous, pour Bénédicte, et sur les sujets TPE, qui va être adressée à la numérisation des PME industrielles. Donc là, il va y avoir, pareil, une aide à la subvention, une subvention à l'achat et à l'investissement dans les sujets industriels. Après, c'est vrai que nous, notre action, elle se focalise sur les TPE, surtout. Et c'est là qu'une aide et une subvention, quand on s'adresse à 3,4 millions d'entreprises, forcément, c'est impossible. Sinon, on explose le plafond et le plan serait pas de 100 milliards, mais de 200. Donc, on essaie d'avoir une approche du coup la plus pragmatique possible en se focalisant sur le premier point qui a été présenté, à savoir l'orientation et le conseil, forcément qui va pas s'adresser à toutes les entreprises tout de suite,
on vise d'ici fin 2022 200 000 TPE qui seront passés dans le processus des formations actions, ce qui est bien sûr à l'échelle des 3 millions qui peut paraître une ambition relativement basse, mais en tout cas, on essaiera de faire en sorte que suite à ces formations, enfin, c'est vraiment l'objectif, il y ait une transformation à la clé. Et donc, sur ces 200 000 qui seront formés. Ça se diffuse. Voilà. Et qu'ensuite, il y a du bouche à oreille, entre les commerçants, entre les TPE. Ils se retrouvent heureusement pour certains d'entre eux dans des cercles d'échange et effectivement, ça peut se diffuser. Ben oui, c'est ce qu'on espère aussi. Ouais. Bénédicte? Alors, effectivement, Damien parlait de nos échanges avant de démarrer la table ronde. Donc, en fait, je pense qu'il y a quelque chose d'assez différent, comme disait Aurélien, dans les aides financières aux PME et quand on s'adresse à des millions d'entreprises. Donc, je crois que le chèque entreprise belge, on est en milliers d'euros, en fait. Il faut savoir que le ticket que nous, on va mettre dans les formations actions et dans les diagnostics plans d'action, c'est un ticket de 300 €. Donc, on n'est pas du tout dans le même type d'aide. Nous, notre enjeu, ça reste la maturité et de préparer le terrain. Donc, comme l'a dit le ministre Alain Griset, qu'il n'y ait plus de TPE qui disent le numérique, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas, j'ai rien à voir avec ça. Donc, il y a toute cette partie-là de préparer le terrain pour l'action. Et après, il y a toute une partie accélération pour les petites entreprises qui savent aujourd'hui que le numérique, elles en ont besoin, que ça va leur servir, de les faire basculer dans l'action. Donc, on a ces deux volets. Le programme de formation action dans le plan de relance, il y a marqué un programme très global de 400 millions d'euros, sauf erreur, pour toute la ligne TPE, PME, ETI. France Num là-dedans, c'est de l'ordre de 40 millions d'euros, de 10% en fait, sur 2020-2022. Et donc, notre enjeu sur les formations actions, ça va être de mettre en œuvre des parcours à la fois individualisés et collectifs. C'est un défi, c'est-à-dire que en fait, on veut à la fois activer des réseaux qui puissent contacter sur le terrain des TPE, PME qui ne viendront pas d'elles-mêmes sur les outils numériques. C'est vous qui avez l'initiative à ce moment-là. Et on veut aussi manager ces parcours avec des outils numériques. On veut s'appuyer à nous-mêmes la transformation numérique qui permet quand même de massifier. Et donc, ça veut dire proposer des parcours simultanément sur plusieurs régions en répondant à des besoins homogènes, c'est-à-dire alors soit des besoins par fédération professionnelle, soit en identifiant des besoins homogènes sur 2 ou 3 régions et développer des parcours avec une expérimentation d'un usage ou d'une solution numérique. Et on s'appuie pour mettre en place ces formations actions, notamment sur l'expérience de certains partenaires de France Num, qui sont le Tour de France du numérique, qui a donc été mis en place par Sinov Numérique, la fédération Sinov, qui sera sur la table ronde un petit peu plus tard. Tout à fait. Voilà, et aussi par tout ce que fait l'AFNIC avec réussirent.fr, les Folies Web. Donc, on a déjà une expérience et on va aider le principe de ce qu'apporte l'État dans le plan de relance, c'est aussi d'abonder, d'accélérer un certain nombre de dispositifs et aussi d'abonder ce que font les régions, parce que les régions qui ont la mission de développement économique, qui sont des partenaires au premier titre de France Num. On a un groupe de régions pilotes avec 11 régions pilotes qui sont inscrites pour définir avec nous la deuxième phase et la phase d'accélération de France Num. Les régions, par exemple, financent déjà des diagnostics plus plans d'action qui sont délivrés par les conseillers des chambres de commerce et des chambres des métiers qui sont nombreux et nombreuses aujourd'hui à nous écouter. Et donc là, dans le plan de relance, on va aussi accélérer cette prestation de plan d'action. Donc l'État va en financer 10 000 par an. Donc ça, c'est la réponse un peu à la question qui est là aussi, qui commence à émerger, c'est comment rendre plus lisibles ces différents outils et ces types d'accompagnement. C'est ça aujourd'hui votre sujet. Alors c'est un sujet, c'est un Parce que sujet. Je suis pas sûr qu'on ait répondu à la question qui était posée tout à l'heure. C'est OK, moi je suis artisan, j'ai compris qu'il fallait que je le fasse. Où je vais?
Voilà. Où je vais, soit pour essayer d'aller attraper un peu des sous du plan de relance, soit pour essayer de choper un activateur qui va m'accompagner, qui va être justement cette espèce de coach numérique et digital qui peut m'accompagner. Où je vais? Alors, je vais, en proximité, 2, alors, à égalité. Ça veut rien dire en proximité. Pardon, où je pardon. vais, où je vais. Alors, je vais sur francenum.gouv.fr et voilà, mais c'est et déjà je pas mal. regarde quels sont les activateurs dans ma région. Proche de chez moi. Voilà. Donc voilà. Après, c'est quelque chose qui est très important pour nous dans le pilotage de France NUM, c'est ce copilotage avec les régions. Suivant en fait le territoire où vous êtes, on a en fait des actions qui vont avoir une visibilité qui va être diverse. Ce qui est important de savoir, c'est que France NUM ne se place pas en concurrence avec les régions et ne fait pas la course pour dire alors, je suis le guichet unique. Mais c'est ça qui est parce que très franchement, je vais être très franc avec vous. Hein, et on est là pour ça. J'ai du mal à comprendre pourquoi le truc peut pas être clair. Et pourquoi le truc peut pas être clair? Parce que vous êtes imbriqué dans des strates administratives et vous voulez pas apparaître comme tirant la couverture, que telle strate tire la couverture par rapport à telle autre. Enfin, vous êtes tous ensemble quand même dans cette bataille-là. On est tous ensemble, et c'est pour ça que dans la deuxième phase de France NUM, l'enjeu c'est de partager des objectifs, des indicateurs de pilotage, d'être d'accord, on en est là, et que chacun soit très transparent. J'ai beaucoup apprécié. D'accord, ce qui n'est pas encore fait aujourd'hui alors. C'est la phase 2 qui va se fixer par rapport à ces indicateurs de pilotage qu'on va partager avec l'ensemble du réseau. Et nous avons donc mis en ligne pour la journée aujourd'hui ces pages régionales activateurs qui sont une première étape d'une réorganisation du site qu'on va entreprendre pour que chacun puisse, à partir de France NUM, avoir une vision de comment démarrer à partir de chez soi. Et à mon sens, ça répond aussi à la question, ça répond en partie à la demande de réassurance, parce que je pense que la toile mondiale crée en fait cette angoisse. Tout à fait. De ne plus savoir juger des personnes qui sont extrêmement loin dans ce monde virtuel. Tout à fait. Et donc, cette réassurance des petites entreprises, elle passe aussi par la capacité à contacter quelqu'un près de chez soi, que connaît déjà quelqu'un, que cette personne soit capable de lui dire « Moi, j'ai déjà travaillé avec tel entrepreneur qui est à 10 km de chez vous, j'ai déjà travaillé dans ce secteur d'activité ». Et c'est ça aussi qui créera la réassurance des entreprises pour démarrer cette transformation. Marie-Hélène, vous voulez ajouter quelque chose justement sur ce mode d'emploi? Parce que globalement, là on le voit bien dans les quelques questions qui sont posées, c'est un mode d'emploi dont ont besoin ceux qui sont en train de nous regarder. Oui, moi je dirais, alors ceux qui sont en train de nous regarder, ce sont plutôt ceux qui accompagnent la petite entreprise. Oui, mais ils ont besoin visiblement de mode d'emploi eux aussi. Mais il y a aussi pour la petite entreprise l'idée de pouvoir écouter la parole d'un père et la parole d'une entreprise, d'un autre dirigeant qui est passé par là, qui a fait son premier pas et pour qui est capable de témoigner de ce que ça veut dire pour lui, ce que ça a représenté, ce que ça lui a fait gagner aussi. Et donc sur le site notamment, on recense, on fait des vidéos, des témoignages de dirigeants d'entreprises qui ont fait une étape de leur numérisation, quelle qu'elle soit, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit autre chose, que ce soit les processus internes. Et c'est cet exemple-là qui va pouvoir permettre aux petites entreprises de se dire « Ah ben oui, si lui, il l'a fait, et si ça lui a apporté ça, peut-être que moi, je peux le faire. Et donc, peut-être que je vais aller chercher quelqu'un sur le site, en proximité de chez moi, tant qu'à faire, c'est plus pratique, qui, effectivement, a déjà travaillé avec d'autres, si j'en ai entendu parler, et qui va pouvoir m'aider à faire peut-être la même chose ou peut-être quelque chose de différent. Mais c'est aussi par l'exemple qu'on va pouvoir inciter toutes ces petites entreprises en leur montrant que c'est faisable, que ça coûte pas forcément très cher, qu'il y a un retour sur investissement s'ils mettent un prix dans cet accompagnement, il y a un vrai retour sur investissement et que ça leur permet de commencer quelque chose. La question
Vous voulez ajouter quelque chose, Damien? Allez-y, je vous en prie. Moi, je suis aussi tout à fait convaincu par le fait qu'il faut communiquer par l'exemple. Donc, les témoignages qui se trouvent sur le site France NUM me semblent vraiment une approche intéressante, et le fait aussi de rassembler du contenu qui existe parfois dans pas mal d'endroits ailleurs sur le web sur une thématique. Je pense à un dossier que j'ai vu récemment sur la rédaction web. C'est intéressant de faire ce travail de curation pour, je pense, les activateurs qui doivent rediffuser après cette information-là vers les entreprises. Et les avis sont vérifiés. Hein, non, c'est une plaisanterie. Non, sur le site de France NUM, ce sont de vrais avis. On peut vous faire confiance. Voilà. Oui, nous avons un expert éditorial. Bon. Voilà. Je voulais il nous reste quelques secondes. Cette question du label, moi, elle m'intéresse beaucoup. Il se trouve qu'il y a un autre sujet sur lequel beaucoup d'argent public vont être investis et qui est sans doute l'autre sujet le plus important pour notre ensemble économique, qui est la rénovation générale des bâtiments et l'efficacité énergétique des bâtiments. Et il y a exactement la même réflexion. Il y a énormément d'acteurs. Parmi ces acteurs, tous ne sont pas des acteurs dignes de confiance. Et donc, il y a la même réflexion d'une forme de labellisation avec la même difficulté, vous avez raison, de mettre comme ça, de monter un label dans l'urgence. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez? Enfin, comment aider les chefs d'entreprise à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie? Typiquement, j'en parlais tout à l'heure dans le cadre de la refonte du site. On va peut-être aussi réfléchir à une refonte de la charte des activateurs pour remettre un petit peu à plat les engagements de part et d'autre. Donc, c'est-à-dire, nous, qu'est-ce que État on fait, et vous, qu'est-ce que vous pourriez faire, et comment on essaie de faire, comment on accélère les choses. Donc, bien sûr, dans le cadre de cette réflexion, on s'est posé la question du label. On se la pose encore, on n'a pas complètement tranché. Après, c'est vrai que le label, comme le disait Damien, c'est quand même un processus qui est très lourd, qui prend beaucoup de temps, qui est compliqué à monitorer. Et donc, on pense, nous aussi, sûrement pencher plutôt sur une logique plutôt incitative et d'auto-engagement, plus que du label à proprement parler. Ce qui m'amène, Aurélien, à une question là qui est posée, puisqu'on rentre dans la partie où on va essayer de répondre à certaines de vos questions. Quel rôle comptez-vous donner aux organisations professionnelles, justement? Alors justement, pour l'instant, c'est vrai que les organisations professionnelles, je parle sous le contrôle de Marie-Hélène, qui est on peut peut-être la laisser parler, parce que c'est vrai qu'on va les approcher. Marie-Hélène, quel rôle comptez-vous donner aux organisations professionnelles? Alors, aujourd'hui, les organisations professionnelles, on n'en a pas encore beaucoup parlé parmi les partenaires, pardon. Elles ont d'abord un rôle de relais auprès de leurs membres et d'incitation à passer au numérique. L'idée, c'est peut-être demain, mais ça reste encore à discuter avec les groupes de travail qu'on va monter, comme on a monté un groupe de travail avec les régions. C'est vraiment de travailler avec ces fédérations et de voir comment elles peuvent effectivement, d'une part, faire remonter tous les besoins par rapport à ce secteur d'activité de ces entreprises, comment elles peuvent être, comment en tant qu'intermédiaire quelque part entre ce que nous on peut proposer et ce qu'elles font, comment on peut répondre au mieux à cette question, comment aussi elles peuvent nous faire remonter des indicateurs entre guillemets, c'est-à-dire des données sur la réalité en fait de ce qui se passe sur le terrain et de ces entreprises, quelles sont non seulement les difficultés, mais le passage à l'acte, etc. Donc ça reste un terrain en construction aujourd'hui. On n'a pas figé les choses. On va travailler avec les fédérations. Surtout, on va commencer à les faire venir pour devenir des partenaires de France NUM. Alors, autre question peut-être aussi pour vous, Marie-Hélène, c'est-à-dire, et ça c'est un élément, ça va nous permettre d'aller vers la deuxième table ronde, sur l'accompagnement managérial, c'est-à-dire la transformation numérique entraîne forcément la transformation organisationnelle de l'entreprise avec des impacts sur les relations avec le personnel, les clients, les fournisseurs. Quid de l'accompagnement managérial? À qui est-ce que je pose la question? À vous aussi Je peux répondre, mais peut-être nous aussi. Il est clair que parmi tous les activateurs qui sont aujourd'hui référencés sur France NUM et qui accompagnent les petites entreprises, ils n'ont pas qu'une expertise numérique. Ils ont une expertise plus globale sur l'entreprise, sur le management, etc. Et donc l'idée, c'est que en travaillant
au numérique, on travaille aussi sur l'organisation globale de l'entreprise et on l'amène à se poser des questions sur comment faire différemment, comment faire plus ou moins, comment développer. Donc et évidemment aller vers la question, on en parlait tout à l'heure, de la compétence en interne quand c'est possible. Mais là, il faut quand même reconnaître qu'on s'adresse beaucoup à des toutes petites entreprises pour lesquelles on est avec 1-2 personnes. Donc, c'est très difficile d'envisager de recruter une personne dédiée au numérique sur ce type de fonction. Donc, en fait, ça va effectivement faire la jonction avec la table ronde suivante, c'est-à-dire quid de la formation et de la montée en compétences de ces dirigeants de ces petites entreprises. Tout à fait. Tout à fait. Vous voulez ajouter quelque chose, Non, c'était parfait. Non, c'était parfait. Alors, dernière question, on a encore un peu de temps, hein, surtout. Alors, vous n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions et non pas dans la rubrique chat de la plateforme. Question sur… Alors oui, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. La transformation numérique est souvent perçue comme un coût de fonctionnement. N'est-elle pas aussi une valorisation du capital de l'entreprise? Bénédicte. Oui, alors bien sûr. Alors là, on touche à un point absolument essentiel et dans l'étude qu'on a faite donc pour en fait segmenter les entreprises selon leurs besoins, leurs attentes et leurs demandes en termes d'accompagnement. C'est quelque chose qui est ressorti auprès de tous les segments d'entreprise. C'est cette incertitude sur le retour sur investissement. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment un frein en fait pour basculer dans le numérique. Donc on voit qu'il peut y avoir plusieurs réponses à ça. C'est des discussions qu'on a eues dans le cadre de la définition des formations actions, qui est peut-être déjà de dire le premier pas, il doit pas coûter cher en fait. Il faut expérimenter le numérique. Il faut, voilà, ça peut être de la rédaction web, ça peut être sa présence, comprendre sa réputation, etc. Donc il faut que ce soit un budget limité et il faut en fait être convaincu par le bénéfice direct. Il faut avoir la preuve en fait. On a un certain nombre. Voilà. Donc ça c'est une chose indispensable. Après. On est aussi en train de travailler sur l'évolution du site internet et ce sujet en fait de la valorisation des actifs numériques apparaît potentiellement comme un levier et un vrai sujet à investir en fait, de faire prendre conscience les entreprises connaissent cette question de leur valorisation. Donc, par exemple, combien vaut mon fichier client s'il est géré de façon traditionnelle ou s'il est géré de façon numérique. Donc, il semble que ce soit effectivement un vrai sujet pour amener les entreprises au numérique et pour faire les bons choix. On revient à ça en fait. On a eu beaucoup dans tous les domaines, y compris dans la fracture numérique vers les particuliers, ce côté de l'injonction au numérique. Et moi, je m'interroge quelquefois, est-ce que cette injonction au numérique n'a pas créé une partie de la fracture numérique en fait? Parce que si je comprends mon intérêt, mais j'ai aucun problème avec le numérique. Si je sais que de choisir cet outil va me rapporter de l'argent et me faire gagner du temps, et que en plus un de mes pairs dans le même secteur d'activité a fait ce choix, j'y vais. Voilà, je passe par les étapes et j'y vais. Donc oui, c'est un sujet absolument crucial et un vrai levier auprès de tous les types d'entreprises. Alors bien sûr, les startups connaissent ça par cœur puisque ça fait partie de leur modèle. Je fais un pari et ensuite on me rachètera 3 fois ma mise. Elles le savent, mais en fait on n'a pas encore vraiment réussi à transformer ça auprès des petits entrepreneurs et de leur faire en fait comparer. Vous avez une valeur d'un bâtiment immobilier, la valeur d'une machine, c'est quoi? Si on transpose dans le monde numérique, c'est quoi la valeur que vous avez en données et c'est quoi votre valeur inexploitée? Il y a peut-être ça aussi un énorme sujet. On a vu aussi dans les chiffres qu'on a un chiffre en France très élevé
pas plus élevé que la Belgique, hein, mais sur l'utilisation des systèmes de gestion type ERP, on est à 40% sur les PME, et on s'est demandé, sans en avoir complètement la preuve, si c'était pas dû à l'obligation d'avoir un logiciel de caisse. Ouais. Et moi, je me demande si dans ce cas-là, en fait, il y a plein de PME qui ont été obligées, et probablement de TPE aussi, de s'informatiser pour avoir un logiciel de caisse. Est-ce que ces TPE, en fait, ont pris conscience que là, elles sont en train de récupérer de la donnée qui a de la valeur, mais est-ce qu'elles sont en train d'exploiter ces données ? Donc là aussi, il faut ajouter, pour le coup, l'offre logicielle est peut-être pas non plus adaptée, notamment sur des ERP. Compliqué de trouver l'offre logicielle adaptée justement à une TPE. Et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus reprocher au chef d'entreprise, une fois qu'il s'est mis en conformité avec la loi, de ne pas plonger dans certains de ces ERP qui sont quand même 10 fois trop lourds pour leurs besoins, et d'aller chercher effectivement des données qui seraient… Mais Bénédicte, quand on préparait cette table ronde, c'est ce que vous me disiez sur la gestion des besoins émotionnels est aussi importante que la gestion des besoins fonctionnels. C'est ça, dans le… Oui, on a tous ce défi, pas que en France, donc d'aller toucher ces petites entreprises. Et effectivement, alors le premier besoin émotionnel qui est transverse à tous les segments d'entreprise, ça va être en fait la reconnaissance, qui soit reconnue sur le fait qu'ils ont réussi à entreprendre, en fait. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors après, en fait, il y a quelque chose qui est de en quoi le numérique peut être une chambre de résonance de cette capacité à entreprendre, qui est juste quelque chose qui est une vraie valeur. C'est une valeur, voilà, pour le pays, d'avoir ces entrepreneurs qui ont réussi à entreprendre. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui est connu, je pense, c'est sur si on regarde l'ensemble aussi de ces entrepreneurs et on leur demande est-ce que vous avez envie d'être aidé, ben vous en avez un nombre non négligeable qui dit non, j'ai surtout envie de me débrouiller tout seul et moi de trouver les solutions tout seul. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui peut être transformé en valeur positive, en fait. Donc voilà. Et après, on a en fait aussi tout l'aspect relations humaines. Et là, on voit qu'il y a un peu une confrontation au numérique. Et il y a peut-être aussi une image du numérique à changer, parce que le numérique, c'est aussi une démultiplication des possibilités de relations humaines. Et il y a eu un moment, je pense, peut-être qu'il y a encore un mélange entre numérique et informatique. C'est-à-dire on imagine le numérique comme une automatisation des processus et on met tout le monde dehors, quoi. Alors que le numérique, c'est aussi une démultiplication des possibilités de relations. Donc, il y a ce sujet aussi qui est très important dans les besoins émotionnels. Bien. C'est mon sujet, il est humain. J'ai des fournisseurs, j'ai des salariés et j'ai des clients et j'ai un sujet de relations humaines. Damien, un mot de conclusion? Un mot de conclusion, j'ai l'avantage d'être actif sur 3 pays, le Grand-Duché du Luxembourg, la Belgique et la France, et j'ai vu qu'une manière aussi peut-être de susciter le déclenchement dans les PME et dans les TPE, c'est l'internalisation de leurs activités grâce au numérique. Donc, ils y voient une opportunité de pouvoir se développer de cette manière-là. Et donc, c'est peut-être globalement une réflexion à mener de conjuguer les efforts de France Num avec les approches aussi pour pousser à l'exportation des entreprises, parce que directement, elles y voient un intérêt de développer le numérique pour s'étendre au niveau international. Parfait. Ben, merci à vous tous. Merci donc pour ces premiers échanges et on va continuer avec d'autres échanges.